Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon. Qu'est-ce que ça fait plaisir de dire ça? Et oui, après cette période trouble pour le cinéma, on est enfin de retour avec nos traditionnels débats sur les films d'actualité, qu'ils sortent en salle ou sur les plateformes. Alors on ne vous promet pas un épisode par semaine, car vous le savez, l'actu ciné ne va pas être débordante cet été, mais on va faire au mieux pour vous proposer du contenu régulièrement. Aujourd'hui, on se réunit encore virtuellement pour le moment, donc pardonnez-nous à nouveau pour le son qui laisse peut-être à désirer, mais on est bien là et on va vous parler du nouveau film de Spike Lee intitulé Da 5 Bloods qui vient de débarquer sur Netflix le 12 juin dernier. Et pour en causer et en débattre, j'accueille de l'autre côté de mon écran Pascal Gavillier, critique cinéma pour la Tribune de Genève et le quotidien 24 heures. Salut Pascal. Salut Alex, ravi de te revoir. Oui, ça faisait longtemps. Comment ça va Pascal? Ça fait un petit moment. Ça va pour toi, cette période s'est bien passée? C'est un peu spécial, on a été privés de tous nos festivals, on ne pouvait plus aller au cinéma, on voyait des choses. Ah, c'était horrible. Cannes n'a pas de sens, on est d'accord. Les salles ont rouvert maintenant, donc il y a à nouveau du cinéma, à nouveau des fauteuils confortables. Donc c'est reparti. J'accueille avec à tes côtés Pascal, mais de l'autre côté, dans un autre écran aussi, bien sûr, notre vétéran à nous, l'inégalable Thibaut Ducré. Salut Thibaut. Salut Alex, salut Pascal. Ça va bien pour toi aussi. Thibaut. Mais tout va bien, oui, à distance toujours, mais on devrait pouvoir quand même se retrouver tout bientôt, en vrai. Pour nos précautions, mais bientôt on sera de retour en vrai, je me réjouis. Si vous êtes prêts, Pascal, Thibaut, à parler de Da 5 Bloods de Spike Lee, alors on prend son casque et son fusil, on saute dans l'hélico, on envoie du Wagner et on retourne au Vietnam. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Da 5 Bloods raconte l'histoire de 4 vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam qui décident de retourner dans la jungle des années plus tard pour retrouver le corps de leur chef d'unité et mettre la main sur un trésor enfoui. Entre Apocalypse Now et le trésor de la Sierra Madre, Spike Lee nous plonge dans l'après-guerre pour y montrer les cicatrices béantes de l'un des plus grands traumas de l'Amérique, encore aujourd'hui, des décennies plus tard. On connaît Spike Lee, cinéaste engagé, défenseur de la cause Black Lives Matter, qui veut ici réhabiliter le rôle joué par les Afro-Américains dans cette guerre, et la manière dont ils l'ont vécu et comment ils y étaient traités par leur propre nation. Et, fruit du hasard, le film trouve un écho particulier avec l'actualité, puisqu'il sort en plein essor de nouvelles luttes Black Lives Matter contre les violences policières suite à la mort de George Floyd. Au casting de Da 5 Bloods, on retrouve la star de Black Panther Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis, ou encore Paul Walter Hauser, le Richard Jewell de Clint Eastwood, et les Frenchies Jean Reno et Mélanie Thierry. Qu'avez-vous pensé de ce Da 5 Bloods? Est-ce que c'est un bon retour de Spike Lee? Qui veut commencer? Pascal? Moi, je suis déçu. Je suis globalement déçu par ce film parce que je trouve que tu viens de citer Apocalypse Now et Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston, qui est beaucoup plus ancien, qui étaient deux chefs-d'œuvre, qui sont deux chefs-d'œuvre. Et là, on est à des coudées, à des années-lumière de ces films. On est presque dans un film de pique-nique. Il y a des vétérans qui retournent au Vietnam pour retrouver le corps dans de leurs camarades, d'un chef d'unité, et chercher un trésor accessoirement. Alors, on n'est pas très pris. Le rattachement de la thématique à ce qui se passe actuellement, pour moi, il est artificiel, parce que tu peux rattacher tous les films de Spike Lee, sans exception là, à cette thématique, sauf peut-être Old Boy, encore que je ne l'ai pas vu. Je trouve ça un film un peu fainéant, un peu flemmard, un peu très en dessous de ce qu'il aurait pu et de ce qu'il aurait dû être. Alors, évidemment, le gros défaut pour moi, le gros handicap plutôt, je ne parlerai pas de défaut, mais le gros handicap, c'est qu'on l'a vu sur Netflix. Et je ne suis pas sûr qu'à l'origine, une vision en salle n'aurait pas amélioré le film, parce qu'on aurait dû le voir à Cannes, évidemment, comme les privilégiés que nous sommes. Bien sûr. Tout le monde ne va pas à Cannes. Bon. Mettons, on aurait dû le voir à Cannes sur grand écran, où on voit bien qu'il joue justement avec les formats de film. On voit des passages tournés en 16 mm, d'autres passages tournés plein écran en images numériques. Il y a des changements de couleurs, il y a des changements de focale. Ça change constamment, enfin pas constamment, mais ça change en tout cas 4 ou 5 fois, si ce n'est plus, durant le film. Et ça, sur le grand écran, on aurait apprécié, on aurait peut-être joui même de l'image. Là, il y a une espèce de côté aplati,
sur Netflix qui fait que le film n'a pas de relief au propre comme au figuré. Donc c'est un peu dommage. Moi, c'est un peu un film où je regrette à la fois que Spike Lee se frotte en genre fondamental dans l'histoire du cinéma américain, qui est le film sur la guerre du Vietnam, qui a accouché de dizaines de grands films. Et là, il rate le coche. Il accouche d'un petit film d'aventure, visible, certes, avec des comédiens pas trop mal. Peut-être qu'on en reparlera juste après, parce que je ne vais pas faire que parler. Là, je parle trop. Mais globalement, donc, je trouve ça très en dessous non pas des attentes, parce que je ne peux pas dire que j'attendais grand-chose, mais en dessous de ce que... De la promesse du film, Spike Lee, ouais, c'est ça. On nous promettait un truc un peu spectaculaire, à la fois spectaculaire et profond au niveau de la réflexion. Et c'est pas vraiment l'un et pas vraiment l'autre. Voilà. Ce que tu reproches, c'est au final le postulat de départ, justement les attentes derrière ce sujet de la guerre du Vietnam, et puis cette réécriture, on va dire, de l'histoire, ou plutôt cet ajout dans l'histoire américaine, que de parler de la cause noire à cette époque-là, qui est, comme je l'ai dit, et qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands traumas de l'Amérique. Pour toi, c'est ça, en fait, le raté. C'est la promesse ratée, si on comprend bien. Il veut mélanger les thèmes, mais il aborde ni l'un ni l'autre, quelque part. Très négatif, Pascal, dis donc. On va voir si... Le film de Spike Lee à Do the Right Thing, où là, il y avait de quoi discuter, où là, il allait jusqu'au bout de sa logique. Il y a de quoi être déçu. Thibaut, est-ce que c'est ton sentiment aussi ? Oui, je pense que globalement, je partage un peu cet avis. Pour moi, il a les mêmes qualités et les mêmes limites que son précédent film, donc Black Klansman, c'est-à-dire que je comprends ce qui intéresse Spike Lee dans ce sujet-là, et c'était ça l'intérêt, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la représentation de la cause afro-américaine, et qui s'est toujours attaché à en illustrer des points importants de l'histoire. Il avait notamment consacré un biopic à Malcolm X, et son précédent, Black Klansman, racontait aussi l'histoire du premier policier afro-américain qui infiltrait le Ku Klux Klan par ailleurs. Donc c'était aussi une partie importante de son histoire. Et là, il y avait quelque chose d'intéressant dans l'idée. Je vais parler des soldats afro-américains qui ont fait la guerre au Vietnam, qui est effectivement pas un sujet très traité. Et d'ailleurs, c'est posé d'emblée avec un montage d'images d'archives, comme le fait souvent dernièrement Spike Lee, avec des extraits de reportages du Vietnam de l'époque, des discours de Mohamed Ali ou de Malcolm X et d'autres figures importantes qui pointaient du doigt à l'époque l'hypocrisie américaine envers la communauté noire, parce que, comme le rappelle le film, les Afro-Américains composaient un tiers des soldats envoyés au Vietnam. C'est ça, 35%, ils disent. C'est ça, et donc ils étaient envoyés combattre pour défendre, soi-disant, des droits qu'on leur accordait pas toujours dans leur propre pays. Et donc ça, on le pose dès le départ. Oui, ils étaient que 11% aussi, 11% de Noirs aux États-Unis, alors qu'il y en avait 35% envoyés. Et donc c'est toute la problématique qui est posée là, comme si les Noirs à l'époque avaient été envoyés comme de la chair à canon sur cette guerre du Vietnam, et puis pas spécialement réhabilités après, ou bien qui n'avaient pas eu la gloire, on va dire, et la lumière qu'ont pu avoir les Blancs américains à cette époque-là. C'est ça, et c'est vrai qu'au cinéma, ça n'a pas été tellement illustré. Et d'ailleurs, Spike Lee le désigne assez directement et parfois un peu grossièrement en citant énormément de films sur la guerre du Vietnam, justement. Il y a notamment un passage où fatalement il va mettre les Valkyries de Wagner pour faire un clin d'œil à Apocalypse Now. Et voilà, on va faire plusieurs citations comme ça pour signifier qu'il se réapproprie ce cinéma pour en raconter finalement l'histoire cachée. Et donc c'était intéressant sur le papier, mais au final, comme l'a dit Pascal, je suis assez d'accord, il part un peu dans tous les sens, et je trouve qu'il a un peu de peine à se maintenir sur une ligne fixe, et comme Black Klansman, il est un peu trop explicite par moments, notamment dans son final, pour rattacher ça à l'actualité. Et du coup, c'est jamais effectivement aussi fort ni aussi subtil que ses premiers films, Do the Right Thing en tête, évidemment. Je
je vous trouve bien critiques tous les deux, parce que moi, personnellement, j'ai un petit peu plus apprécié le film, même carrément apprécié, malgré pas mal de limites que vous avez posées là, mais je trouve quand même que dans ce film-là, même si on n'est pas au niveau de ces premiers films, et puis des chefs-d'œuvre comme Do the Right Thing, on retrouve quand même tous les éléments du cinéma de Spike Lee, déjà alors sur le fond, avec bien entendu la thématique dont on vient de parler, et sur la forme aussi, avec cette narration entremêlée sans cesse de flashbacks, avec les images d'archives sur l'histoire américaine, avec ces ultra-cuts, ces regards caméra aussi. Il y a à un moment donné un monologue assez fou du personnage principal, on va dire, qui s'appelle Paul, qui est un peu celui qui a vécu le plus gros trauma, on va dire, et qui est aujourd'hui le personnage le plus violent de l'histoire de Spike Lee, en tout cas d'apparence. On retrouve des belles choses comme ça, de la virtuosité aussi que ce soit dans ses longs plans fixes ou dans ses travelling. Enfin, je trouve pas mal de choses comme ça qui sont amenées, qui font que pour moi, on retrouve quand même une qualité indéniable sur la forme, vraie maîtrise. C'est sûrement au niveau formel qu'il est le plus intéressant. C'est là où il est le plus intéressant, mais même sur le fond, moi je trouve, contrairement à vous, qu'il arrive en fait, même si effectivement, tu le disais Pascal, le fait de s'emparer du sujet du Vietnam, on peut pas se détacher de films comme Apocalypse Now, comme Full Metal Jacket ou plein d'autres. Il le cite en plus. Et en plus, il le cite, c'est ça. Et ça, c'est le côté un peu extravagant, outrancier, assumé de Spike Lee, qui ose faire ce genre de choses. Mais je trouve qu'il arrive en fait à faire son propre film sur le Vietnam, en l'ancrant aussi dans le contemporain, et pas seulement sur la cause Black Lives Matter, en fait, dont tu parlais, Thibaut, à la fin, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, à essayer de la rattacher de manière un peu grossière à l'actualité, mais plus en s'intéressant en fait à où en est le Vietnam aujourd'hui et où en sont les rapports entre l'Amérique et le Vietnam aujourd'hui. Quels sont les traumas vécus encore aujourd'hui par les anciens vétérans, quels sont on va dire la rancœur que peuvent ressentir les Vietnamiens chez eux, etc. Donc il y a tout ça que je trouve moi personnellement assez réussi, où il montre encore les tensions qui sont présentes et le fait que l'histoire et notamment la guerre ne s'effacera peut-être jamais. Et là-dessus, je trouve qu'il touche à quelque chose. Après, je suis d'accord avec vous, je vais vous laisser rebondir à ça, mais je suis d'accord sur le fait, on pourra développer après, qu'effectivement, il touche aussi à beaucoup de sujets, et notamment le syndrome post-traumatique, le côté héritage aussi d'un père à son fils, entre un ancien vétéran et un noir américain aujourd'hui, comment il peut vivre ça avec un père vétéran. Tous ces sujets-là, en fait, finalement, il effleure un petit peu. Mais globalement, je trouve qu'il arrive à l'ancrer dans le contemporain et à raconter quelque chose. Ouais, pour moi, il n'aborde pas les traumas. Pour moi, je les sens pas, les traumas. Je sens quelques gars qui font une promenade nostalgique dans un paysage presque joli. Mais ils sont ravagés, Pascal, ces personnages. Ils sont encore à feu et à sang. Tu sens la violence intérieure des personnages. Pour voir le lingot d'or, ils sautent de joie, mais ils ne sont pas ravagés. Non. Il y a des registres qui ne vont pas ensemble. Il y a des éclats de violence aussi. Il y a un petit peu, mais s'ils étaient ravagés, ils ne seraient pas sur le bateau de la chevaucher des Valkyries, en limite comme Leonardo DiCaprio dans Titanic, à se promener là sur le fleuve. Non, ça va pas. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Il y a un côté artificiel. Je pense qu'un des soucis, en fait, pour moi, c'est que l'écriture est pas vraiment égale entre les quatre personnages principaux. Tout à fait, ça je suis d'accord. L'introduction où on voit justement leur arrivée au Vietnam et leur retrouvaille, les quatre, elle est assez efficace, mais elle est aussi assez révélatrice des limites, je trouve, dans l'écriture. C'est que on est censé nous présenter ces quatre vétérans et on voit, alors que voilà, on a un des quatre qui a bien réussi, qui est devenu riche, l'autre qui a une vie de famille tranquille, le troisième qui est celui dont tu as parlé, qui est le plus traumatisé et qui est très impulsif et qui a voté Trump aussi, apprend-on dès le départ. Qui a une casquette Make America Great Again. Exactement. Et le dernier qui est un peu plus mesuré. Et en fait, de ces quatre personnages, moi je trouve qu'il y en a surtout deux
qui sont vraiment creusés. C'est le personnage de Paul, donc celui dont on vient de parler, celui qui souffre de syndrome post-traumatique, effectivement, et Otis, qui est le plus mesuré d'entre eux, qui a aussi eu une fille, on va voir par la suite, au Vietnam. Et finalement, les deux autres n'existent pas vraiment, ou en tout cas, ils émergent peut-être, mais très très tard dans le film, au bout d'une bonne heure et demie, je pense. Et ça fait que voilà, ça peine un peu à se mettre en place et à se creuser vraiment. Et l'exploration justement des traumas et de leur rapport à ce qu'ils ont vécu, je la trouve un petit peu surlignée. Il y a par exemple ce dialogue au début où ils discutent de Rambo, et où il y en a un qui adore ça et les autres trouvent ça un peu caricatural, et ils disent qu'ils auraient voulu voir un vrai héros, et donc ils citent un héros de guerre afro-américain qui n'a pas eu les honneurs d'un film et de la fiction en règle générale, et là, paf, on voit sa photo à l'image, et on retrouve ce procédé, je trouve, un petit peu trop démonstratif, comme on avait dans BlacKkKlansman, finalement, où on mélange la fiction et les images d'archives. Tout d'un coup, ça freine le processus narratif. Pour moi, ça ne permet pas de l'avancer, mais ça le recule. Il aurait fallu choisir, on ne met pas du tout d'archives, on en met. Mais, ça coupe un peu la fiction, quoi. Ça la coupe totalement. Et du coup, on s'intéresse moins aux personnages qu'aux éventuelles archives qui nous focalisent sur des vraies figures qui ont existé dans l'histoire. Donc là, il y a aussi un hiatus. Oui, parce que par exemple, dans Do the Right Thing, il y avait ce dialogue entre Spike Lee, justement, et John Turturro, qui incarnait un Italien raciste, justement, et puis le personnage de Spike Lee lui faisait remarquer, mais t'aimes tel joueur de basket qui est afro-américain, etc. Et là, il citait des figures, mais on n'avait pas besoin de montrer leur image à l'écran et de surligner encore le propos. Donc, je trouve que ça manque de subtilité par rapport à ce qu'il a pu faire. Un autre élément qui fait écho aux limites du film et aux défauts que vous citez, et notamment dans l'artificialité justement du côté dramatique du film, je pense à la musique en fait, qui est étonnamment très ratée, je trouve, qui est signée Terence Blanchard, qui est un trompettiste américain très très connu dans le milieu du jazz et qui a signé énormément de BO d'excellentes BO pour Spike Lee, ouais. D'excellentes. Moi je pense à la BO de la 25e heure, elle est hallucinante. Enfin, il y en a plein comme ça, dans Malcolm X aussi. Et puis là, je trouve ça d'un cliché. On a l'impression de se retrouver dans un vieux film de guerre raté des années 90 qui surligne tout avec les cuivres. Ça fait un peu série B, je trouve. Au niveau de la musique, ouais. Mais pas seulement au niveau de la musique, au niveau de l'esthétique. Au niveau de l'esthétique. C'est quoi qui te déplaît dans l'esthétique, toi, Pascal ? C'est ce que j'ai dit avant, c'est de ne pas assumer tous ces différences de formats qui n'ont pas forcément de sens. Je veux dire, c'est juste là pour montrer un peu des pattes, et puis je trouve que ça appauvrit l'ensemble, surtout qu'à la fin, on a quand même ces 5 types qui se promènent pour trouver un trésor et trouver c'est assez mal filmé, c'est filmé comme une série B. On en met les dans le champ, moi j'exagère exprès pour ça. On met les 5 mecs dans le champ, on leur dit voilà, il y a un trésor à gauche, vous allez à gauche. Ah ouais, fuck, super, génial. Voilà, il y a un côté un peu cheap, je trouve. Non, alors là, moi je dois avouer que je suis pas complètement d'accord, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce changement de format, parce qu'on a finalement 3 ou 4 formats au total, c'est-à-dire qu'au début, quand ils reviennent au Vietnam, on est en cinémascope et en numérique. Et tout ce qui est les flashbacks sur leur expérience de la guerre du Vietnam, on passe en format 4/3, pellicule, pour évoquer justement les images de reportages TV de l'époque. Avec des encoches. Ouais, exactement. Et puis finalement, on repasse après tout le passage de l'expédition dans la jungle en 16/9. Tout d'un coup, on ouvre le cadre sur la jungle et on donne un peu plus d'ampleur. Donc il y a quelque chose d'intéressant, mais dans certains choix formels, il y a, je trouve, aussi des limites. Par exemple, tous les flashbacks du Vietnam, justement, qui sont filmés en 4/3 pellicule, les acteurs vieux jouent leur propre rôle jeune, mais en fait, ils sont pas rajeunis. Donc on a les mêmes personnages vieux qui sont censés jouer eux-mêmes 30-40 ans plus tôt, et c'est intéressant dans l'idée parce que c'est un peu comme s'ils se rappelaient, s'ils revivaient eux-mêmes les événements, mais du coup je trouve que ça complique l'immersion parce qu'on a le personnage incarné par Chadwick Boseman qui est donc le chef d'unité et qui est donc mort au combat,
et qui lui est jeune, et on a un décalage entre ces vieux et ce personnage jeune qui est censé en plus être un peu leur idole et être beaucoup plus imposant qu'eux. Et du coup, de mon côté, en tout cas, ça a un peu nuit à l'immersion. Donc il y a à la fois des trucs hyper intéressants dans ce choix-là, et des choix qui sont pas très pertinents, je trouve. Je vous trouve quand même sacrément dur parce que au niveau de la construction dramatique du film quand même, et justement cette alternance entre les flashbacks et la réalité et ces changements de format, au-delà de la réussite formelle que je trouve qui est avérée dans le film, au niveau du fond aussi, je trouve la construction tellement intelligente entre l'alternance entre les flashbacks, la réalité, les images d'archives et autres. Je trouve qu'il y a une construction dramatique, notamment dans la relation entre le personnage de Chadwick Boseman et puis le personnage de Paul aussi, justement ce gars un peu sanguin qui a voté Trump, qui est le personnage le plus réussi du film d'ailleurs. Absolument, et qui nous amène à une construction sur ce personnage-là et sur le personnage de Chadwick Boseman qui a une conclusion dramatique que je trouve très forte, et notamment aussi dans la construction avec l'héritage avec son fils et avec cette violence qu'il va léguer à son fils. Moi, ça je trouve réussi, et aussi dans l'immersion, ce que j'ai ressenti d'assez fort, c'est ce retour dans l'enfer en fait. C'est les démons qui ressurgissent quand on a ces anciens vétérans traumatisés qui retournent sur place. Et alors oui, ils vont chercher des lingots d'or, oui, ils vont rechercher la dépouille de leur ancien camarade, mais ils se rendent compte aussi notamment de tout ce qui a changé et de ce qui n'a pas changé, notamment le regard aussi des Vietnamiens à leur rencontre en tant qu'anciens vétérans. Et puis, ils ont aussi ces traumas des flashbacks justement qui leur reviennent, et des vieux démons qui sont encore présents et qui les traumatisent encore, de revenir sur place, de revenir dans cette jungle. Et ça, je trouve ça assez glaçant et assez réussi, et ça permet après, notamment avec cette violence sous-jacente qui est vraiment sous-jacente pour le coup tout le long du film, jusqu'à des scènes d'explosion de violence à ce moment-là qui surgissent un peu d'un moment à l'autre, comme pour montrer que la violence est toujours là et que la violence peut éclater, et que ces tensions sous-jacentes entre les deux peuples peuvent persister aussi, et que les blessures ne seront jamais refermées, et que la violence se perpétue avec notamment le personnage du fils. Et donc tout ce discours-là, moi j'y adhère totalement, et j'ai été assez pris et assez ému en fait par tout cet aspect du film. J'aurais bien aimé être ému, être pris comme tu l'as été. Je t'envie, je suis jaloux. Je ne l'ai pas été du tout, je suis désolé. Je trouve que, comparé à un film que personne connaît, qui s'appelle Who'll Stop the Rain, Les Guerriers de l'Enfer de Karel Reisz, qui est aussi un film sur l'après-Vietnam, que je conseille de voir, il est assez rare, bon bref, où là je ressens le traumatisme du premier au dernier plan. Là, je n'ai pas ressenti ça, je suis désolé. Il n'y a pas ce côté immersif pour moi. T'as pas été ému avec, par exemple, la réunion entre Paul et le fantôme, justement, de son chef, ou bien le moment où Paul part, en fait, après une scène de tuerie absolument ignoble, j'ai senti la fabrication. En chantant. J'ai senti la fabrication, donc à partir de là, ça ne peut pas m'émouvoir. Et je trouve que c'est trop fabriqué quelque part. C'est pour ça que je suis sévère, comme tu dis. C'est bien que je sois sévère, parce que ça provoque un débat. Il faut, Pascal. Oui. Ça fait du débat, comme tu dis. Moi, voilà. Pour le coup, cette scène de réconciliation fantasmée entre Paul et le personnage de Chadwick Boseman, je la trouve, là, pour le coup, un petit peu facile, parce que narrativement, je trouve qu'elle a pas beaucoup de sens en soi. Mais par contre... quand même, ça explique en fait le trauma de Paul de manière beaucoup plus approfondie que juste la guerre qui l'a hanté. Oui, bien sûr, mais je pense pas qu'on avait besoin de le voir apparaître et lui pardonner. Enfin, tout ce qui se raconte, je trouve ça un peu facile quand on pense à ce qu'est censé être la scène. Mais bref, moi je suis quand même d'accord que voilà, effectivement, on a été très négatif jusqu'à maintenant, mais il y a quand même quelque chose quelques instants qui marchent, et notamment tout ce passage que tu évoquais, mais que tu n'as pas mentionné, mais qui est celui du champ de mine, où là, effectivement, on est littéralement confronté au reste de la guerre, si on veut, et où là, il y a effectivement de la tension qui se crée, et enfin, les derniers personnages qui étaient assez peu développés jusqu'ici émergent vraiment, et les traumas se révèlent pour de bon, et il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se forme, et comment dire, et qui mène après à un final
sans trop révéler, mais qui brille vraiment dans l'action et l'affrontement et qui reste extrêmement bien filmé parce que voilà, heureusement Spike Lee reste Spike Lee. Mais en fait, paradoxalement, c'est justement des passages comme ça qui me font dire que finalement, je le trouve plus pertinent, Spike Lee, dans sa relecture du Trésor de la Sierra Madre que tu évoquais, où là, il va vraiment réussir à se réapproprier cette histoire d'aventure, de recherche d'or, etc., et où on a aussi les dissensions dans le groupe à cause du trésor ou à cause du but de l'opération, avec un membre qui devient aussi complètement parano. D'ailleurs, la perversion de l'argent, etc. Voilà, il va jusqu'à reciter la fameuse phrase we don't need no stinking badges, voilà, pour bien appuyer le clin d'œil. Mais je le trouve plus pertinent dans sa façon de se réapproprier ce film-là que dans la manière dont il se réapproprie les films sur la guerre du Vietnam, finalement. Et pour moi, c'est là que la qualité du film se découvre, c'est que ça reste un film d'aventure et d'exploration et voilà, de pérégrination dans la jungle assez efficace, notamment dans sa deuxième partie. Bien sûr. Mais effectivement, pour le propos sur la guerre du Vietnam, sur la cause afro-américaine, je le trouve moins pertinent et un peu plus grossier que dans ses précédents films. On le disait, les manquements aussi du scénario, c'est ces personnages qui sont sous-développés et d'autres qui prennent toute la lumière. Et je pense, on a parlé de ce personnage de Paul avec sa casquette Make America Great Again, qui est incarné par Delroy Lindo, qui avait tourné notamment avec Spike Lee dans Malcolm X et qui vole la vedette à tout le monde dans ce film et qui habite en fait et qui incarne tout le film et finalement qui porte à lui seul, j'ai l'impression, tout le propos en fait intéressant en tout cas du film et réussi. Pascal, que penser de cette prestation? Et puis tu peux élargir en parlant aussi du casting en général. Alors les cinq, enfin le groupe d'acteurs black. Le groupe qu'on voit dans tout le film, il tient la route parce qu'il est homogène au niveau de l'interprétation. On n'a pas l'impression qu'il y en ait un qui essaye de faire un numéro par rapport aux autres ou de voler la vedette par rapport aux autres. En cela, Spike Lee, je pense qu'il a relativement bien suggéré cette direction d'acteur de groupe, cette direction de groupe, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on imagine que c'est quand même tous un peu des vieux briscards qui viennent là, bon, on va faire ci, on va faire ça. Puis il faut un petit peu serrer tout ça. Donc ce Delroy Lindo, c'est ça. Je sais jamais. C'est ça. Qu'on connaît déjà de d'autres Spike Lee, lui il est très bien. Ils sont tous assez bien. Ça on peut pas leur reprocher. Ils font leur job, il y a pas de problème. Au niveau des second rôles, j'aimerais m'attarder un peu des second rôles. On n'a pas parlé de Jean Reno. Voilà, j'allais y venir. Parlons-en. Jean Reno, parce que l'apparition de Jean Reno, elle est hallucinante. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'étais hilar en voyant ça parce que je trouve qu'il a une puissance comique qu'il ne soupçonne pas. Quand même, qui a été utilisé dans Les Visiteurs, hein, parce que... Oui, mais là, c'est vrai dans Les Visiteurs, mais là, dans un film dit sérieux, quand il dit Vive la France. Ah ouais, ça c'est ringard, ouais. Non, mais ça, c'est énorme. On a envie de se dire, il manque Blier qui lui donne un dialogue pas possible. On aurait pu croiser Blier. Je ne sais pas comment il est arrivé sur ce film, j'aimerais bien savoir. Mais je trouve assez tellement à côté de la plaque qu'elles en sont bien. Alors après, il y a aussi la petite Mélanie Thierry, qu'on avait tous rencontré à Locarno dans Le vent se lève, je crois, de Bettina Oberly, dont on garde tous un souvenir ému. Bon, je ne commenterai pas plus. Alors, c'est aussi curieux de la voir là, on la voit sourire, c'est assez rare. Elle n'est pas si mal, elle a une présence, c'est vrai. Et elle s'intègre mieux que Jean Reno qui lui a l'air d'un morceau à porter. Ouais. Mais il m'a pas gêné plus que ça. Non, puis là c'est intéressant ce qu'il essaye de construire avec ces deux personnages sur la participation de la France à cette histoire-là aussi, mais c'est aussi encore une fois un truc satellite qui le fait s'écarter peut-être un peu de son propos et qui me donne lieu aussi à des dialogues un petit peu surexplicatifs où on va ressortir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation de la France, etc. Et où il s'éparpille un petit peu, je trouve. Mais ces personnages en soi sont intéressants. Puis effectivement, les deux acteurs conviennent assez bien au final. Je ne sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça, quel est votre sentiment à vous deux par rapport à Jean Reno, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dirigé. Ah ouais, non, c'est un roue libre total. Ah ouais.
On est d'accord. Complètement. Je pense qu'il est allé chercher Jean Reno, puis voilà, il l'a placé là. Et... Ouais, parce qu'il fallait un Frenchie qui retourne sa veste, hein, pour pas trop en dire, mais je veux dire, on le devine dès le début, dès son apparition, on devine qu'il va pas vouloir que du bien à ses Five Bloods. Hein. Ça aurait pu être Depardieu, Depardieu n'était pas libre. Ouais, c'est peut-être ça. Oh, ils se sont dit, tu vois, Spike Lee avait adoré Mission Impossible de Palma, il s'est dit, ouais, Jean Reno, c'est bien pour faire un Frenchie un peu traître comme ça. Puis il est connu aux États-Unis, il y a un peu... C'est ça. Mais bon, pour terminer sur ce que tu disais, Thibaut, c'est vrai que cet exemple du sujet de la France, ça ramène aussi au défaut du film, qui est qu'il y a beaucoup de sujets graves et importants, en fait, qu'il essaye d'aborder sans arriver justement à se centrer spécialement et à être totalement efficace, quoi. On peut lui accorder en tout cas son ambition, qui est de raconter cet aspect de l'histoire un petit peu négligé et de connecter ça dans un ensemble cohérent et de faire référence à plein de choses différentes et d'avoir une vue assez large du sujet, mais c'est vrai qu'au final ça le perd un peu. Voilà, est-ce qu'on rajoute quelque chose ou est-ce que on a fait le tour gentiment de ce tour, mais qu'est-ce que tu veux rajouter? Je sais pas, Pascal, je demande comme ça au cas où tu te disais. Est-ce que le film était de toute façon prévu sur Netflix à la base? Ça, je sais pas. Je ne crois pas. Je veux pas dire de bêtises, mais il ne me semble pas. Il semble que justement ce serait le coronavirus qui aurait potentiellement accéléré les choses pour que le film puisse sortir rapidement et donc du coup trouver une solution avec Netflix. Ensuite une sortie salle normale. Il me semble que c'est ça, ouais. À vérifier, vous pourrez vérifier si vous nous écoutez. Je crois bien que c'est le cas, oui, effectivement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce Da Five Bloods, le dernier film de Spike Lee sur la guerre du Vietnam, donc qui est disponible sur Netflix. On l'aura compris, film qui nous aura partagé au sein du Saloon. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat. Je remercie Pascal Gavillet. Je remercie Alexandre et Thibaut et Alexandre, c'est dans quel sens? Merci à toi. C'était un plaisir, Pascal. Hein, t'es le bienvenu quand tu veux, puis on espère qu'on pourra bientôt se revoir. Bientôt. Ouais, de visu en tout cas. Ouais. Thibaut, merci à toi. À la prochaine. Merci Alex, à bientôt. Et puis vous, merci de nous avoir écoutés, bien entendu. Dites-nous ce que vous avez pensé de Da Five Bloods, si vous l'avez vu, ce que vous avez aimé, du côté de quel chroniqueur vous vous rangez. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube et autres. Et puis, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Laissez-nous un petit commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé du film, de cette émission. Et puis, quel autre film vous aimeriez que l'on traite. Voilà, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt dans le Saloon. C'était le nouveau débat et on se réjouit d'en faire d'autres. À bientôt, ciao!